Voilà. On commence par la page Macron, donc la page humour. On a un zinzin à l'Élysée, donc autant en profiter. Là, je vais m'appuyer là sur la dernière interview de Macron, là, quand il a réussi des journalistes triés sur le volet dans son palais. Et il propose là une vision du monde qui est à la fois délirante et cohérente. Donc je pense que ça vaut le coup, au-delà de la blague, parce que c'est plein de blagues, on peut s'amuser avec ça, mais ça vaut le coup de s'attarder dessus pour voir comment un dominant comme lui voit la France depuis son palais. Alors, ça commence très fort, hein, puisque d'après TF1, c'est quand même pas n'importe quoi comme source, le président cite pêle-mêle le groupe de Tarnac, Nuit debout, la loi travail, ceux qu'on a vu prospérer à Notre-Dame-des-Landes, y compris TF1, a l'air de se dire que ça va pas bien là-haut, quoi, quand on cite pêle-mêle tout ça. Bon, donc ça commence par être un festival, et ensuite ça attaque très fort, évidemment, sur le boxeur, Emmanuel Macron. Il ne faut pas se tromper, le boxeur, la vidéo qu'il avait fait avant de se rendre, il a été briefé par un avocat d'extrême gauche. Ça se voit, le type. Il n'a pas les mots d'un gitan, il n'a pas les mots d'un boxeur gitan. Et on se dit que, évidemment, Emmanuel Macron, sa spécialité, c'est le boxeur gitan. Je veux dire, il a entendu des boxeurs gitans constamment lui parler quand il était à la Banque Rothschild, quand il était à la commission Attali, quand il était secrétaire général adjoint à l'Élysée, quand il était à l'ENA. Il a fréquenté des boxeurs gitans et donc il a les mots des boxeurs gitans dans l'oreille et il se dit, bah voilà, non, c'est pas que ça colle pas, quoi. Bon, alors, ce que ça traduit, c'est un évident mépris. C'est qu'un boxeur, un gitan, ça peut faire que des borborigmes. Ça peut dire que ça. Ça peut pas avoir un début de pensée. Ça peut pas avoir l'énoncé. C'est pas possible pour Macron que des gens ordinaires réfléchissent. Alors on poursuit ensuite sur... Quant au le gilet jaune Éric Drouet, c'est un produit médiatique, un produit des réseaux sociaux. Mais bien, il s'est regardé. C'est l'hôpital qui se fout la charité, quoi. En termes de produits médiatiques, Macron, c'est le numéro 1, quoi. C'est le roi au rayon produits médiatiques. Macron, c'est le roi. Il était rien. Il n'avait pas été élu une seule fois. Il n'était pas jamais il avait participé à un scrutin que déjà il faisait la une de tous les magazines. Il était même quand il était juste à l'Élysée aux côtés de Hollande, déjà c'était le petit génie de l'Élysée avec des papiers entiers dans Libération, Le Monde et ainsi de suite. Mais pour lui, c'est pas grave. Pour lui, c'est différent. Parce que lui, il a les diplômes bien en ordre. Lui, il a fait l'ENA, il a fait Sciences Po, il a été adoubé par Attali, c'est bon, il est adoubé aussi par Patrick Drahi, par Xavier Niel, par Bernard Arnault. Donc à partir de ce moment-là, il est légitime. Par contre, un camionneur, Éric Drouet, un camionneur qui prend la parole, non mais ça va pas du tout, des gilets jaunes, des affreux Jojo qui viennent déranger son club select des médias réservés donc à une oligarchie d'argent et de diplômes. Là, il faut les virer de ce club-là. C'est bien, c'est ce que vient dire Emmanuel Macron et il le dit comme ça. Parce que jusqu'alors, on avait mesuré ça en 2014 à propos de France Inter, il y avait 1,7% de temps de parole, 18 minutes sur 18 heures, qui étaient accordés aux classes populaires. 1,7% pour 50% de la population. Pour la moitié de la population. 1,7% pour la moitié de la population. À l'inverse, on avait des heures et des heures pour les artistes, pour les entrepreneurs, pour les avocats. Vous pouvez s'exprimer pendant des heures. Mais là, il y a une étude du CSA qui est tombée et qui dit que... qui dit quoi ? Qui dit que, les CSP+, dans les informations, les CSP+, dans les informations d'après le CSA, elles ont 88% du temps de parole. Elles monopolisent tout, et les 12%, c'est pour le reste. C'est pour 3/4 de la population doit se contenter de 12% du temps de parole. Voilà comment ça fonctionne. Donc on a une vraie éviction du peuple des médias. Mais on a une éviction du peuple de la représentation en général. À l'Assemblée nationale, c'est 2,7% des députés qui sont ouvriers ou employés. La moitié de la population, 2,7%. Mais ce n'est pas ça qui inquiète Emmanuel Macron. Ce qui inquiète Emmanuel Macron, il trouve que c'est trop, lui, presque déjà. Il trouve que ces gens en gilets jaunes qui viennent sur les plateaux de télévision, ça commence à suffire. Et il le dit, si on veut rebâtir les choses dans notre société, on doit accepter qu'il y ait une hiérarchie des paroles. Je ne crois pas du tout à l'horizontalité là-dessus. On se demande sur quoi il croit à l'horizontalité, mais enfin bon. Celui qui est maire, celui qui est député, celui qui est ministre a une légitimité ou une responsabilité. Le citoyen lambda n'a pas la même. Ça veut dire quoi? Il vient dire à des journalistes, mais faites le ménage dans vos plateaux. Arrêtez d'inviter des gens
qui portent des gilets jaunes, là, des intérimaires, des aides-soignants, des camionneurs, ça va pas du tout. Virez-moi ce peuple. C'est quand même incroyable, c'est le président de la République qui vient dire ça. Et il insiste là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il pense que, au fond, alors le plus drôle, c'est que c'est au nom de la démocratie que Emmanuel Macron dit « Virez-moi ce peuple des radios et des télés ». Parce que quand le Pékin moyen prend la parole, il faut comprendre ça, c'est la République qui est en danger. Je le cite. Il doit y avoir une capacité à rehiérarchiser les paroles. Ça, c'est fondamental. Parce que sinon, le complotisme nourrit l'autoritarisme. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Il nous dit, mais dès qu'on donne la parole au peuple, de toute façon, il est tellement con, ce peuple, il voit que des complots partout. Et donc, moi, à partir du moment où les gens voient des complots partout, j'ai pas le choix. Je suis obligé de faire de preuves d'autorité et de leur tirer dessus au flashball. Tu vois? C'est pas de ma faute, c'est parce qu'ils voient des complots. Donc, vous leur donnez moins la parole, et puis moi, j'aurai moins à leur tirer dessus. Vous comprenez? Alors là, c'est là que ça devient quand même terrible, c'est que le chef des complotistes, il est à l'Élysée. C'est clair. C'est le roi du complot, Emmanuel Macron. L'embrasement des gilets jaunes, tu vois, quand je vais à Dions et qu'il y a ce panneau de Marcel, quand je vais à Albert, quand je vais voir Marie à Montpellier, il faut bien comprendre que tout ça, c'est la russosphère. C'est pas seulement les extrêmes, tu vois. L'extrême droite, l'extrême gauche, mais c'est en plus Vladimir Poutine. C'est Spoutnik, c'est RT France. Tu vois, c'est eux qui manipulent. Et il le dit, hein, c'est une puissance étrangère, c'est la russosphère. Alors là, franchement, moi, je l'admire. Parce que moi, j'ai toujours eu des problèmes, si tu veux, quand je me suis enfermé des étés entiers à essayer de pondre des romans, j'y arrivais pas. Je me sentais limité en termes d'imagination. Et là, tu as Emmanuel Macron, c'est l'héroïque fantasy. C'est génial. Ce mec est génial, quoi, dans un certain registre. Hein. Alors, il faut comprendre pourquoi. C'est parce qu'en fait, il connaît tellement peu ce pays, il connaît tellement peu les hommes et les femmes de ce pays, qu'il ne peut pas, que quand il se soulève, c'est pour lui une énigme. C'est pour lui un mystère. Et je veux dire, ces gens, pour lui, sont tellement incapables de penser, ils sont tellement incapables de parler, d'articuler du désir, d'avoir des espérances, d'avoir de l'orgueil. Ils sont tellement capables d'avoir une volonté propre que si jamais ils se soulèvent, ils ne peuvent être que le produit d'une manipulation. C'est-à-dire que de toute façon, quoi qu'il se passe, ça se joue toujours au sein de son monde, au sein de son élite, et les autres, les hommes ne sont que des pantins qui se meuvent parce que quelqu'un tire les ficelles. Pourquoi? Parce qu'au fond, c'est cohérent. Emmanuel Macron est un homme qui cherche en permanence à manipuler le peuple. Et donc, il se dit, si le peuple bouge, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive à le manipuler contre moi. C'est une bataille au sein des dieux de l'Olympe. Jupiter, il a des adversaires. Et donc, finalement, quand le peuple se soulève à Albert, à Flix-Secours, à Dions, à Montpellier, c'est une bataille, en fait, entre lui et Vladimir Poutine, entre lui et Marine Le Pen, entre lui et Jean-Luc Mélenchon. Et non pas parce qu'il y aurait une volonté propre du peuple. Un peuple qui, finalement, un peuple qui ne peut pas penser, qui ne peut pas parler, qui ne peut pas agir, voilà, il ne peut pas faire tout ça, ce peuple. Et donc, là, il y a vraiment, on est dans une vision du monde qui est plus qu'aristocratique, qui est de l'ordre du quasi-racisme. C'est-à-dire, il y a des surhommes et il y a des êtres inférieurs qui ne pensent pas, qui ne parlent pas, qui ne peuvent pas agir de manière propre. Et ce sont les gens qui ne sont rien. Et là où c'est extrêmement cohérent, c'est ces gens qui ne sont rien. On peut leur tirer dessus tous les samedis. On peut leur faire arracher des mains. On peut les éborgner. On peut leur fendre le crâne. Tout cela ne compte pas. Ce sont des êtres inférieurs. Tu vois, c'est un peu comme quand moi je vais courir dans le parc Saint-Pierre qui est en face et que je marche sur des fourmis. Ça ne compte pas, en effet, pour moi. Et sa vision du monde, sa vision de l'histoire, c'est celle-là. Et évidemment, quand il est tellement perché sur son Olympe, que quand il regarde l'humanité en dessous, il y a du brouillard, il y a des nuages, et il peut apercevoir ça qu'à travers le brouillard de ses fantasmes. Et voilà ce que vient dire ces confidences à quelques journées. Je pense que ça propose une vision qui est à la fois délirante et cohérente, et évidemment inquiétante. Quand dans le même moment, ce président de la République met en place des lois qui restreignent liberté
sur les manifestations, qui fait perquisitionner Mediapart, c'est-à-dire que le problème, c'est pas ce qu'a fait son pote Alexandre Benalla, mais c'est qu'il y ait des gens qui aient livré les confidences d'Alexandre Benalla. Voilà, je veux dire, on est dans un renversement qui est terrible. Donc, va se poser la question, à ce moment-ci, c'est est-ce qu'il va y avoir des fractures au sein de l'oligarchie? Est-ce qu'au sein de l'oligarchie, il y a des gens qui vont se dire, mais attendez là, il est en train de nous péter un câble complet, ça va, c'est plus tenable. Les gens vont se réveiller contre lui, on peut plus être associé à ça. Est-ce qu'il va commencer à être lâché par l'oligarchie? C'est peut-être ce qu'on commence à voir quand on voit que des articles de cette nature paraissent sur Slate, paraissent sur, dans Le Point, paraissent sur le site de TF1, c'est que ça craque. Ça craque, y compris au sein même de l'oligarchie. Je pense que là, il est atteint d'une folie, mais c'est une folie qui me dépasse. C'est la folie d'une classe saisie de démesure. J'en ai déjà parlé, je ne vais pas y revenir. Alors oui, aussi le meilleur encore, c'est quand il propose un ministère de la vérité. Tu vois, il est tellement sûr que ce sont ses surhommes, c'est son oligarchie qui détient la raison, la vérité sur tout, qu'il se propose d'envoyer des fonctionnaires dans chaque rédaction pour qu'avant qu'il y ait des papiers qui paraissent, ça soit contrôlé par ces fonctionnaires. Tu vois, comme si la vérité n'était pas évidemment l'enjeu d'une lutte permanente. Et bon, de toute façon, c'est une dérive que nous, on observe constamment depuis la loi secret des affaires, la loi fake news, et maintenant son idée à la 1984 d'un ministère de la vérité. Alors, c'était la partie drôle, mais je sens que j'ai un peu perdu mon humour en route. Alors maintenant, ensuite, on va essayer de revenir à du plus drôle. Ça, c'est le cadeau que je vais faire. Vendredi, on voit la nouvelle préfète d'Amiens. Et je vais lui faire un cadeau. Je vais lui demander, est-ce que vous voulez le lapin ou est-ce que vous voulez la poule? Tu vois, on va voir ce qu'elle choisit. Alors, vous imaginez, vous ne savez pas trop à quoi ça sert. Ça se plante dans le sol, dans les jardins pour faire joli. Tu vois. Et donc, pourquoi je vous montre ça? Parce que je suis passé chez d'anciens ouvriers de Whirlpool pour leur présenter mes vœux. Qui bosse chez WN. C'est le truc qui a été repris après Whirlpool. Et en fait, ils foutent tellement rien, ça fait 1 an maintenant, que l'été, ils nettoient les broussailles autour du site. L'hiver, ils jouent aux cartes. Et puis ils fabriquent des trucs comme ça. Tu vois, parce qu'ils n'ont rien à foutre. On avait déjà alerté le ministère du Travail, l'Élysée, la préfecture, il y a 6 mois maintenant, sur le fait que dans cette usine, il n'y avait rien qui se passait. Macron, il est venu, il avait dit, le repreneur avec lui, qu'il y aurait du boulot pour tout le monde. Bon, il y a 20 bonhommes qui ont été laissés sur le carreau parce qu'ils étaient sur la liste noire de Whirlpool, parce qu'ils avaient fait grève et tout ça. Déjà, pour moi, c'était une surprise parce que quand un président de la République s'engage devant toutes les caméras et toutes les radios du pays, c'est vrai que j'ai eu la naïveté de penser que du coup, derrière, tout le monde serait repris. Et aujourd'hui, j'ai encore eu la naïveté, parce que j'interviens longtemps après, de penser qu'il va y avoir un projet industriel qui va vraiment sortir, et je l'espère. Mais il faut voir qu'on est passé, au départ, c'était des boîtes à lettres électroniques, et puis ensuite, ça a été des voiturettes, et puis ensuite, ça a été des casiers frigorifiques. Et là, on est 1 an après, et il n'y a toujours aucun produit qui sort de cette usine. Donc, il y a eu 15 millions d'euros qui ont été donnés aux repreneurs. J'interpelle à nouveau la préfecture, j'interpelle le ministère du Travail, j'interpelle l'Élysée pour savoir s'il va vraiment y avoir des produits qui vont sortir de cette usine, ou bien si jamais ça va être juste 2 années de rallonge. Ce que je ne souhaite pas, mais je tire la sonnette d'alarme. Jusqu'à maintenant, nous avons tiré la sonnette d'alarme de manière privée, dans des courriers que nous n'avons pas rendus publics. Et aujourd'hui, nous intervenons publiquement parce que 6 mois plus tard, on a reçu 0 réponse. Et nos inquiétudes, elles n'ont fait que s'aggraver. Et les inquiétudes des salariés qui ont vécu déjà des plans sociaux en série, qui ont pensé que là, ils étaient rattrapés et qu'il y avait un projet qui allait tenir dans la durée, eh ben, le doute s'installe. Donc, pour lever le doute, il faut venir nous dire, mais nous, c'est pas grave, mais venir dire aux salariés très clairement quelle va être la montée en puissance, qu'est-ce qu'il va y avoir comme production, qu'il y ait une clarification de ça et que ça ne soit pas juste ce qu'on appelle une défaisance, c'est-à-dire un grand groupe qui trouve un repreneur pour se débarrasser
d'un site dont il ne sait pas quoi faire, quoi. Donc, bon, voilà. Donc, on va alerter avec poules et lapins la préfecture cette semaine. Alors, comme autre cadeau, j'ai eu ça. Un coussin, ça c'est notre marionnette, elle est là aussi. C'est La Fleur, donc qui donne des coups de pied au cul des notables. Et derrière, on m'a mis Picardie debout avec François Ruffin, donc c'est vachement sympa. C'est des militants d'Abbeville qui m'ont fait ça. Je ne sais pas si c'est un coussin pour dormir à l'Assemblée nationale, peut-être. Bon, écoute, voilà. Alors, que dire d'autre? La page culture, on termine sur une page culture. D'abord, moi je vais vous dire, personnellement, là je me sens vachement bien, on le sait, parce que j'ai terminé un gros boulot ce week-end, un truc qui me pesait. Vous en verrez les résultats et ça me fait respirer. Du coup, j'ai pu me taper les 10 commandements avec Moïse dedans. Parce qu'on discutait avec ma gamine, et je sais pas, j'avais une phrase genre tu ne voleras pas ou un truc comme ça. J'ai dit mais attends, moi j'ai jamais volé, pourquoi tu me dis ça papa? Non, je dis mais c'est un tu général, ce qu'on appelle un tu éthique. Et donc je commence à lui faire tu ne tueras point, tu respecteras le nom de tu respecteras ton père et ta mère, enfin des trucs comme ça, tu vois. Je lui fais la liste, puis je lui dis bah tiens, je vais te raconter l'histoire de Moïse, je commence à raconter, puis c'était un peu confus. Donc du coup, on s'est tapé les 10 commandements. Je dis ça donc avec Charlton Heston, le grand film de Cécile B2000, un truc qui dure 3h22, tu vois. Parce qu'en fait, ça m'a fait une relecture du mythe de Moïse. Un peu, je parlais de la guerre des pauvres, et il y a 2 bulletins sur les révoltes protestantes en Allemagne et en Angleterre contre le catholicisme, mais en fait qui étaient habitées d'un désir de révolution sociale. Et quand on regarde le film Les 10 commandements avec Moïse dedans, qu'est-ce que c'est que Moïse? C'est finalement un Spartacus qui a réussi. Tu vois? Il vient, il fait quoi? Il soulève le peuple contre les Égyptiens et il renverse l'oligarchie égyptienne. Et voilà, en plus il se barre, c'est des catastrophes dans tous les sens. Et finalement, ça fait écho à un truc, c'est que longtemps, les révoltes sociales ont été habitées de mythes religieux et de mythes millénaristes. Mais je pense qu'on peut le dire, on peut faire notre Moïse et dire qu'il appartient à une tradition révolutionnaire quelque part. Tu vois, autant moi je voyais bien le Christ appartenant à une tradition révolutionnaire qui vient chasser les marchands du temple, qui se révolte contre les pharisiens. Enfin, donc on voyait bien que jamais un riche n'entrera au paradis, tu vois. Bon, il y avait tout ça. Donc on voit bien comment on peut le rattacher à une tradition de gauche, quoi. Mais là, je pense que Moïse aussi. Moïse, pour moi, maintenant, c'est un Spartacus qui a réussi. Alors, il y a des tas de dialogues dans le film. Malheureusement, j'étais avec ma fille. Alors, je ne peux pas mettre le truc sur pause et faire des transcriptions à la place, mais il y a des tas de phrases dans le film qui font que c'est une injonction à la révolte. Donc, mon conseil, ça sera de regarder les 10 commandements de Cécile B2000. Et d'ailleurs, si vous voulez moins de service, vous transcrivez les passages. Alors j'ai noté là quand même, Dieu a fait l'homme, mais l'homme a fait l'esclave. Ils attendent le grand libérateur. Donc le grand libérateur, c'est le prophète, mais c'est aussi l'homme qui va venir rompre leur chaîne, et au sens propre. Tu vois? Et peut-être que nous aussi, on attend non pas le grand libérateur, mais une libération. Bon, non, mais n'empêche que si jamais vous regardez les 10 commandements de Cécile B2000, je veux bien une transcription de tous les passages qui font de Moïse un Spartacus qui a réussi, avec l'aide de Dieu quand même, mais bon. Allez, on arrête là-dessus? Je sais pas si on était aussi drôle que Macron quand même, hein. Je doute. Hein.